challenge. C'est clair, il faut trouver le look, lança Fred, scrutant sa collègue avec un œil critique. Maeva, vêtue d'une tenue qu'elle pensait nouvelle rebelle, attendait le verdict. Pour moi, ça fait sac, trancha Fred sans pitié. C'est un peu cacadoy, renchérit-elle, utilisant un vocabulaire technique connu des seuls initiés de la mode discount. L'effondrement psychologique de Maeva fut immédiat. Dans cet univers où l'apparence est le seul rempart contre la vacuité des tâches administratives, être traité de sac équivaut à une condamnation à mort sociale. Tout ce que je touche devient moche. Les poissons vomissent, gémissait-elle. C'est sûr que si j'embrassais un mec, il perdrait ses dents. La conversation glissa naturellement vers le suicide, passe-temps théorique favori des employés du tertiaire. C'est quoi, le moins douloureux pour en finir? Avez-vous du desktop? Ou manger une boîte de laurier en poudre sans eau? Fred, dont la sensibilité oscillait entre celle d'un parpaing et d'une porte de prison, proposa sa propre méthode thérapeutique, l'humour noir. Écoute, Maeva, tu vas descendre gentiment de la cuvette des chiottes. Moi, je vais ouvrir très lentement la porte et te faire vomir ton canard WC. C'était cela, l'amitié au bureau. Empêcher l'autre de boire des détergents, non par amour, mais pour éviter la paperasse qu'engendrerait un décès dans les sanitaires. Chapitre 17. La vocation de l'éboueur et le grand-père calculatrice. Si le présent était sombre, l'avenir de la progéniture ne semblait guère plus radieux. Jean-Claude Covenant, père de famille débordé, partageait ses angoisses éducatives avec un Hervé toujours aussi empathique. « Je connais pas la dernière de mon fils. Hier soir, je rentre à la maison. Il me dit, maintenant, quand je serai grand, je voudrais être éboueur. » Jean-Claude était atterré. Il avait rêvé pour son fils d'un destin de chercheur, marié à une belle blonde, un peu comme sa maman. Au lieu de cela, l'enfant se projetait dans la gestion des déchets et fréquentait une petite rousse moche, grosse. Hervé, pour qui l'ambition se limitait à éviter les dossiers urgents, ne voyait pas le problème. Il n'y a pas de sot métier. À 4 ans, j'avais décidé d'être comptable, moi. Jean-Claude éclata de rire. Enfant rachitique et névrosé, qui voudrait être comptable? Il faut vraiment pas vouloir se faire d'amis. Vexé, Hervé révéla alors la lourde hérédité qui pesait sur ses épaules voûtées. La comptabilité n'était pas un choix, c'était une malédiction familiale, une passion dévorante qui menait à la folie et à la mort. Mon arrière-grand-père était comptable. Et mon père, qui était comptable aussi, il est mort pour sa passion. Jean-Claude, imaginant une attaque cardiaque sur un bilan fiscal, demanda des précisions. La réponse dépassa l'entendement. Il a avalé sa calculette, lâcha Hervé, sombre. Tu ne soupçonnes pas ce que peuvent faire les gens par passion. Mon père. Lui, il adorait comptabiliser sur la nationale. Hervé décrivit la scène finale. Son père, la nuit, comptant les voitures, très méticuleux, incapable de distinguer si le véhicule qui fonçait sur lui était blanc ou jaune avant de se faire faucher. Jean-Claude resta muet. Mourir en avalant une calculette ou écrasé en faisant l'inventaire du trafic routier. Finalement, éboueur, c'était peu. Être une voie de sécurité. Chapitre 18. L'intimité des bégonias. Les relations humaines au bureau sont un étrange mélange de promiscuité forcée et d'ignorance totale. Jeanne, la secrétaire en quête de sens, l'a pris à ses dépens lors de la collecte pour le départ en retraite de Madame Sorel. « T'as donné combien pour le cadeau de départ en retraite de Madame Sorel ?» demanda-t-elle à Hervé. 20 francs. Jeanne s'étrangla. 20 francs pour une vie de labeur. Tu donnes en fonction de l'intimité que t'as avec la personne. On n'est pas si intime que ça, se justifia le radin. Jeanne, blessée par cette définition restrictive de l'amitié, décida de prouver à Hervé qu'ils étaient, eux, intimement liés. Elle sortit l'artillerie lourde. « Tiens, mon frère, j'ai déjà parlé de mon frère. Il s'appelle comment ?»« Louis. » Hervé tentait de fuir, mais Jeanne le poursuivit avec des révélations gênantes. « Je n'ai pas peur de dire que Jeanne, c'est mon amie, que ses fleurs préférées, c'est les bégonias, qu'elle a lues OK Magazine jusqu'à ses 22 ans. Et l'estocade finale, hurlée dans le couloir.
et surtout que son ex-mari se faisait chier avec elle au lit. Hervé, rouge de honte, manqua de renverser son café. Jeanne, écoute, on est amis. Mais me demande pas de parler de ta vie sexuelle. Je suis pas compétent. Trop tard. Tout le monde savait désormais que les nuits conjugales de Jeanne étaient de notoriété publique, au même titre que la radinerie d'Hervé. Chapitre 19. Le grand déballage bancaire. Pendant ce temps, Jean-Claude Covenant atteignait des sommets d'imprudence financière. Au téléphone, il hurlait ses coordonnées bancaires à un interlocuteur invisible, transformant le couloir en zone de phishing à ciel ouvert. Mon numéro de carte bleue est le 49 73 01 33. Date d'expiration. Il dictait les chiffres avec la clarté d'un crieur public, indifférent aux oreilles qui traînaient. C'est à cet instant que Sylvain, le comptable timide, passa par là. Son propre téléphone sonna. Allô? Oui, Madame Sylvain. C'était sa femme, ou sa banquière, ou une fusion terrifiante des deux. Sylvain, petit homme gris, écrasé par les chiffres, se mit aux gardes, à vous. On a un problème. Un problème de compte en banque? Le quiproquo s'installa. Sylvain parlait de son découvert personnel tout en tenant les notes de frais frauduleuses de Jean-Claude dans l'autre main. C'est de la note de frais tout ça. La semaine prochaine, vous aurez le versement. 22 000 francs. Jean-Claude, entendant 22 000 francs, leva la tête, l'œil brillant. Ça va s'arranger, dit Sylvain, suant à grosses gouttes. La directrice, Carole, surgit, attirée par le bruit. On vous entend jusqu'au bout du couloir. C'est pas l'endroit pour faire des notes de frais. Sylvain, dans un réflexe de survie hiérarchique, balança son ami. Ce sont des notes de frais, celles de Jean-Claude, et je peux vous dire, si tout le monde avait sa rigueur et son honnêteté, eh bien la société irait mieux. Jean-Claude sourit, sauvé par le mensonge. Il attrapa Sylvain par l'épaule. Quoi? Tu m'emmènes au one-to-two? C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Non, mais moi, je peux tous les soirs, hein? Le cycle était bouclé. L'argent virtuel de la boîte allait financer les vices réels des employés, sous le regard bienveillant et aveugle d'une administration incompétente. Et demain, Hervé essaierait sans doute de récupérer ses 20 francs. Le sanctuaire du Gobelet, partie V. Ressources inhumaines et dérives géographiques. Chapitre 20. La stratégie du nat et le piège du scorpion. Le management moderne se nourrit de statistiques et de quotas. Jean-Guy Lecointre, DRH, aux méthodes aussi souples qu'une barre à mine, était obsédé par les chiffres. C'est dans ce contexte que Jean-Claude Covenant, toujours prêt à placer un copain pour soigner son réseau, tenta une approche audacieuse. Moi, Jean-Guy, j'ai un ami, quelqu'un de très sérieux. Je pense que si on ne pouvait pas lui donner le poste de secrétaire qui s'est libéré. Jean-Guy, sceptique par nature, flaira l'entourloupe. Est-ce qu'il a un handicap? La question était brutale. Mais Jean-Claude avait préparé son argumentaire. Il est atteint de nanisme. C'est une personne de petite taille. Quoi? Jean-Guy refusa net. Pas question d'embaucher un nain. Je vous rappelle qu'au-delà de 60 salariés, la loi nous oblige à employer 6% de personnel handicapé. Jean-Claude, qui se découvrait une âme de juriste social quand cela l'arrangeait, insista. Justement, avec un nain, on en a de 5 à 3%. Le calcul était aussi absurde que discriminatoire, mais il révélait la vision du monde de Jean-Claude. Les gens n'étaient que des pourcentages sur pattes. Ok? Faza, Jean-Guy trancha avec un cynisme glacé. Retrouvez-en d'abord un autre pour faire le compte et on en reparlera. C'est alors qu'apparut la véritable victime du jour. Un jeune homme, Robin Pascal, entra dans la zone de la machine à café. Il avait l'air propre sur lui, naïf, la proie idéale. Vous avez peu, être voulu me renseigner. J'ai rendez-vous avec monsieur Jean-Guy Lecointre. Hervé et Jean-Claude échangèrent un regard complice. Ils aimaient aider les petits jeunes. C'était leur façon de se venger de leur propre médiocrité. Si je peux vous donner un conseil, il faut jamais chercher à l'esquiver, toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force.
Le jeune candidat, buvant leurs paroles comme l'Évangile, demanda confirmation.